On a vu que Björn Meyer sera absent parce que blessé au genou. Bon, voilà, ça va peut-être laisser une place sur le côté gauche pour toi. Je dis ça, je dis rien, évidemment, mon cher Mardo. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un bonheur, un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour votre petite Madeleine, votre rendez-vous sur le football belge et la JPL. C'est ici que ça se passe, c'est dans le Football Time et c'est évidemment comme d'habitude avec mes chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Bonjour Xavier, comment ça va? Ça va pas mal et toi, ça va? Très bien, comment va le bébé? Parfaitement bien, non, franchement, il commence à dormir, donc c'est bien. Ça va, il va bien, il commence à dormir, voilà. Il fait ses siestes tout doucement. Tout doucement, on voit les cernes qui commencent à réduire petit à petit. Plus besoin de prendre des crèmes anti-fatigue. Voilà. C'est très bien mon Xavier. Comment ça va Thomas? De même, tout va bien, tranquille, hein. La belle vie. La belle vie. Bah oui, monsieur était invité à Union Saint-Gilloise Anderlecht, donc. Bah j'ai fait Union Anderlecht ce week-end. Dommage pas de but, mais ouais, ça s'est bien passé, pas de but, mais. C'était un match assez plaisant, on en parlera je pense. Hein. On en parlera, on y reviendra effectivement. Et puis notre invité aujourd'hui, je le porte très très fort dans mon cœur. C'est un petit peu mon joueur préféré de la Challenger Pro League. Voilà, c'est une personne que j'adore. Voilà, on va pas être objectif plus d'une minute avec cette personne parce que j'ai une histoire un peu particulière avec notre invité. J'ai découvert quand il n'avait que 15 ans avec les moins de 17 ans du Sporting d'Anderlecht. J'ai tout de suite remarqué son talent et je l'apprécie énormément. Mardoché Nzita est dans la maison. Comment ça va? Ça va, Sacha, ça va, tu vas bien? Ben, très bien. Ça me fait super plaisir que tu sois là. T'as bien grandi, hein? Ouais, on n'est plus des bébés, là. On est devenu allez, je suis un grand monsieur maintenant et voilà, quoi. Ça fait plaisir d'être ici avec toi. Ben, écoute, je suis vraiment très content de t'accueillir. On va expliquer un petit peu ton parcours. On l'a dit, formé du côté du Sporting d'Anderlecht. Ensuite, tu arrives à Perugia en série B à ce moment-là en Italie. Tu mets du temps à comprendre un petit peu le football italien. Il y a forcément ensuite un transfert du côté de Pescara où là vraiment on sent que tu comprends bien dans quel monde tu es. Hein, on dit souvent le football italien ça forme des hommes. Et puis ensuite le transfert du côté du Berscott. Et puis cette année magnifique où tu fais une saison, on va pas se cacher, t'as 24 ans, une saison extraordinaire, c'est la meilleure de ta carrière. Pour un latéral gauche, tu as inscrit 5 buts délivrés, 3 passes décisives. Tu participes aussi à 17% des buts de ton équipe, c'est beaucoup pour un latéral gauche. Quel est le secteur dans lequel tu penses avoir le plus progressé? Le secteur où j'ai vraiment progressé, j'ai envie de dire, vu que j'ai fait ma jeunesse en Anderlecht, techniquement, j'étais déjà bon. Allez, on grandit on apprend ça depuis notre jeune âge. D'être à l'aise au ballon. Et on va dire, mon passage en Italie, ça fait de moi plus un joueur complet, niveau tactique, défensivement. Et voilà, c'est ça qui m'a un peu aidé. Et quand je suis revenu ici en Belgique, j'étais très à l'aise. Ça fait en sorte que, voilà, je savais de quoi j'étais capable. Et comme vous, allez, beaucoup ont vu, j'ai fait une bonne saison et je suis vraiment content. Parce qu'il y avait beaucoup la première année, c'était pas vraiment passé top. J'ai joué les premiers 6 mois, c'est vraiment bien passé. Puis j'ai eu des problèmes avec mes blessures. J'ai raté la deuxième partie. Et mon objectif, c'était de faire une bonne deuxième saison. Et voilà, j'ai joué tous les matchs, je suis content. Et voilà, pour terminer, on a été champion. Donc, oui, c'était forcément je dirais la cerise sur le gâteau. Hein. C'est vraiment très fort. Et puis surtout, si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui te définit vraiment en tant que joueur? Si je te dis, voilà, la qualité principale, Mardoché Nzita, c'est qui en tant que footballeur? C'est quoi? La première chose qui te vient en tête quand tu penses à toi en tant que footballeur sur le terrain? Il y a beaucoup. Mais je dirais plus profiter du jeu. J'aime trop le foot. J'aime bien les dribbles. J'aime bien courir. J'aime bien les goals. J'aime un peu tout, quoi. Donc, je dirais plus la joie. Justement, c'est quelque chose qui te caractérise beaucoup, le fait de prendre du plaisir sur le terrain avec un entraîneur comme Dirk Kuyt. Bon, nous on le connaît parce que c'est une légende du football mondial. C'est une personne qui a marqué les esprits, un grand joueur comme ça qui devient ton entraîneur. C'est forcément une curiosité pour nous. Toi, tu l'as vécu dans le vestiaire. Dirk Kuyt, au final, c'est qui comme coach? C'est un grand monsieur. Il est cool, il est
tranquille, il est à l'aise, il met pas beaucoup de pression. Vu que, lui-même, il a été joueur, donc il se met vraiment à la place des joueurs. Et il nous aide au niveau dans la tête, un peu qu'on soit à l'aise, qu'on ne doit pas se mettre beaucoup de pression. Et voilà, il est venu, il nous a aidés, il nous a donné 2-3 informations pour nous aider pour la deuxième partie. Et ça nous a aidés. Et pour le reste, c'est vraiment un coach vraiment top. Ouais, top. Mais justement, tout à l'heure, tu dis, moi, ce qui me caractérise, c'est le côté amusement, le fait de vouloir prendre du plaisir sur le terrain. Est-ce que c'est un peu aussi sa philosophie? Est-ce que c'est un peu ça aussi qui t'a donné envie, quoi? Ouais, c'est ça qui m'a vraiment donné envie parce que, on sait que dans le foot, il y a des moments où tout se passe bien, mais des fois, quand les résultats suivent pas ou t'es pas bien, on a fait un mauvais match, lui, il était toujours là pour nous donner un boost. Et il nous expliquait des situations que lui, il a eues dans sa carrière. Et ça nous mettait bien à l'aise pour le match prochain, quoi. Il y a quelque chose en particulier qui le définit? Quelque chose comme entraîneur qui fait sa spécialité où tu dis, ah oui, ça c'est Dirk Kuyt et franchement, j'ai jamais vu ça d'autre chez un autre entraîneur. La niaque. Ouais. C'est vraiment quelqu'un, il lâche pas. Vu que, il a, dans sa carrière aussi, c'était toujours un bosseur. Il nous expliquait des anecdotes de lui en équipe nationale avec les Van Persie, les Snyder. C'était pas toujours lui qui était un des meilleurs joueurs parce qu'il y avait beaucoup de concurrence et il nous montrait, il nous expliquait que faut jamais lâcher et ça c'était vraiment un truc que nous a appris, ça nous a aidé aussi quand on n'était pas dans notre bonne période. T'as remarqué une différence entre le moment où il n'était pas là et le moment où et que toi forcément tu étais joueur du Berscott et le moment où il est arrivé dans ton niveau, dans ta manière d'évoluer en tant que joueur? Ouais, ça m'a aidé parce que c'est un joueur il a joué au plus grand niveau et il savait que, c'est maintenant ou jamais. Donc, il nous donnait vraiment beaucoup de conseils par rapport à ne pas lâcher, quoi. Et c'était vraiment ça que, vu que la première l'année passée, on l'a raté aussi, la montée vers la fin. Et il manquait juste ça, c'était vraiment la niaque de pas lâcher. Et cette année, on l'a tenu et le résultat, voilà. Thomas, tu connais un peu le Berscott, forcément. Je ne sais pas si tu as une observation à faire par rapport notamment à la saison du Berscott et de Mardo en particulier. Bah justement, c'est un peu drôle parce qu'en début de saison, donc avant que la saison commence, j'avais été voir le Berscott contre Courtrai en match amical, c'était à Rolbeck. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment pas bon à ce moment-là. Et je pensais vraiment qu'ils étaient même candidats à la relégation à ce moment-là, mais au final, ils ont prouvé tout l'inverse. Donc c'est un très beau parcours qu'ils ont fait. Mais moi, j'ai juste une question, je sais pas si tu vas oser y répondre, mais la première partie de saison, vous l'avez vécu avec un autre entraîneur. Après, vous êtes passé à Dirk Kuyt. Est-ce que si le premier entraîneur était resté, est-ce que vous pensez que vous aurez monté aussi ou pas? Nous, on était tous avec le coach et je dirais oui, parce que on avait vraiment fait une partie vraiment, on était bien, on était satisfaisants, on gagnait nos matchs. Et voilà, le changement, au début, c'était difficile parce que c'est un nouveau coach. On sait pas comment on doit faire, mais en tout cas, avec notre premier coach, comme l'année passée, on a fait une bonne saison. Avec ce coach aussi, on n'avait vraiment pas de problème, on savait qu'on allait le faire, quoi. Ouais. Mais je trouve ça fou parce que c'est deux systèmes complètement différents. On savait en début de saison que Berscott allait peut-être pas allait pas bien performer. Et le fait qu'on switch d'entraîneur, qu'on switch de système, que tout change, qu'on puisse quand même garder le même niveau et qu'on puisse justement accéder à la Pro League, je trouve ça quand même assez impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant, effectivement. Et justement, ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir les qualités individuelles des joueurs qui se développent au fil de la saison. Tu n'étais pas du tout le même en début de saison que maintenant, Mardo. Ça, c'est une évidence. Tu peux le voir aussi sur le terrain. C'est une grosse différence. Si tu dois situer ton niveau aujourd'hui, tu te dis, est-ce que j'ai le niveau pour la top 5 League, Bundesliga, Ligue 1? Tu penses que tu pourrais aller justement te taper dans un championnat comme ça et être performant? C'est une bonne question. C'est pas facile d'évaluer son niveau. C'est pas facile, mais voilà, comme chaque joueur, si t'aimes bien le foot, tu te mets des challenges et voilà, moi j'aime bien le foot et mon objectif c'est de jouer dans les meilleures compétitions du monde. Mais là maintenant, j'ai pas vraiment ça en tête parce que là on était champion, j'ai envie de jouer déjà dans la première division. Ça c'est mon premier objectif et puis par après on verra ce qui se passe. Mais là, dans ma tête, c'est vraiment juste la D1, quoi. Et il a les pieds sur terre, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais l'idée, c'est surtout de savoir comment tu situes ton niveau
quand tu parles actuellement, bon, je suppose que tu considères quand même un joueur de JPL aujourd'hui, comme tu as été champion en Challenger Pro League, tu te dis, bon, peut-être pas la Ligue 1, le Bundesliga de ce que je comprends, mais par exemple, un niveau, c'est pas nécessairement pour t'envoyer dans un club ou un autre, mais comme celui de la Champions Playoff, tu penses que tu pourrais être titulaire dans une équipe de Champions Playoff quand tu les regardes jouer? Ça dépend de beaucoup de choses, d'équipe, de tactique, de système, comment on joue, mais ouais, dans mon jeu, ce que j'ai montré aux gens, je pense quand même que, ouais, je dirais que je pourrais jouer. J'aimerais, bien sûr, aussi jouer les playoffs, quoi. Donc, ouais. C'est normal. On veut tous jouer le top, quoi. C'est important. Je voudrais bien au cercle d'ailleurs. Ouais. En parlant des Champions Playoffs. Ouais. C'est vrai que effectivement le système de Miron Muslic pourrait bien te convenir dans un football un peu spectaculaire comme ça, avec beaucoup d'intensité. Mais la différence, et là je vais y venir, c'est que je le disais, il a joué en Italie, Mardoché, tu as joué en Italie, et le fait d'avoir joué en Italie, et je reviens sur cette phrase que nous disait il y a 2 semaines Adrien Terebel, pour progresser comme joueur dans un championnat belge, qui plus est quand on est défenseur, lui parlait de Zeno de Bast, mais il faut aller en Italie, tu vois ce que je veux dire? C'est important c'est un championnat qui t'aide et qui te forme et qui te fait devenir meilleur. Toi-même, tu le sens ou pas? Ouais, bien sûr. En plus, en tant que défenseur, ça peut vraiment aider. L'Italie, c'est vraiment connu pour le jeu dur, tactique, la défense. Et je dirais, ouais, je comprends ce que Adrien veut dire par là, parce que moi aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau la tactique, se positionner, bien défendre, et voilà quoi. Donc je comprends, je suis vraiment tout à fait avec Adrien. Et qu'est-ce que tu as appris là-bas? Si tu dois retenir un truc où tu dis, alors, si j'avais pas été en Italie, ça, c'est sûr et certain, je l'aurais jamais appris. Là, on va dire, le changement de rythme dans les matchs, c'est vraiment 90 minutes où tu dois vraiment tenir et rester vraiment debout en tant que défenseur, parce que ça peut venir de tous les côtés, gauche, droite, un joueur qui va super vite, un joueur qui est bon au ballon, et c'est vraiment ça. Et le positionnement aussi, le positionnement défensivement et les phases arrêtées. En Italie, les phases arrêtées, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Un corner, penalty, tu dois vraiment être attentif parce que ça peut aller très vite, très vite. On dit souvent que c'est la stratégie qui domine le football italien. T'es d'accord avec ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tu peux avoir les meilleurs joueurs, mais si en face t'as un coach qui connaît tous les tactiques et comment casser un jeu, ouais, tu dois vraiment être attentif, sinon, ouais, t'encaisses facile. Ouais, t'encaisses facile, ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai déjà vu 2-3 matchs de Mardoché en série C. Effectivement, il jouait à ce moment-là le top, ce qu'on appelait les playoffs, en fait, avec Pescara. Et oui, il y a beaucoup d'espace, mais en même temps, t'as l'impression que c'est un jeu qui est très réfléchi. Ouais. Et les entraîneurs qui se passent souvent en série C, on les retrouve en série A très rapidement. Ça, très vite. Je me souvenir par exemple d'Andrea Pirlo, qui est passé très rapidement de la série C à la série A. Est-ce qu'on peut dire quelque part que maintenant que tu as été en Challenger Pro League et que tu es passé par le championnat italien, les deux niveaux s'équivalent ou pas? Ou tu penses quand même que c'est un cran au-dessus la Challenger Pro League par rapport à la série C? Je dirais, il y a beaucoup des facteurs qui dérange, mais je dirais plus niveau physique. En Italie, c'est quand même plus dur. Okay. C'est vraiment physique. T'es vraiment, c'est dur, c'est lourd. Les entraînements aussi, on passait tous les jours, c'était des entraînements de 3 heures. Et des fois, tu vois même pas le ballon. C'était vraiment la salle et courir, quoi. Donc, je dirais plus ça, mais la Challenger Pro League, je dirais, c'est plus beau, plus chouette à jouer parce qu'il y a beaucoup, comment dire, de changements de rythme, on va dire. Mais voilà, en Italie, c'est vraiment, tu vis le foot, c'est dur. Les supporters sont là, ça crie et ça suit. Je trouve que, par exemple, en Challenger Pro League, c'était pas trop le cas. Quand, par exemple, t'allais jouer contre Young Genk ou Standard, tu voyais pas que le stade était rempli ou qu'il y avait beaucoup de monde. Et là-bas, en Italie, que ce soit série B, série C ou série D, le stade, il est rempli et tu les entends, les supporters, et ils sont vraiment là, quoi. Mais ouais, du coup, je reviens sur ce que tu disais au départ. Quand tu dis qu'est-ce qui me identifie, c'est le fait de prendre du plaisir sur le terrain. Des fois, tu devais être frustré en Italie. Ouais, c'est vraiment ça. Des fois, c'était vraiment, si ça se passait pas vraiment bien, tu les attendais, les supporters. Et voilà, comme tout le monde dit, le foot, t'as besoin des supporters pour un petit boost.
Et si c'était contre toi, tu le sens quand même. Tu sens 2-3 joueurs dans l'équipe qui perdent un peu leurs moyens, mais vas-y, là-bas, c'est vraiment la passion, le foot, là-bas, tu le vis vraiment. Faut vraiment le vivre pour aussi... C'est une question de culture. Ah, vraiment culture. C'est une question de culture. Je voulais revenir sur ton passage forcément au Sporting d'Anderlecht, parce que moi j'ai vécu vraiment avec un très grand étonnement le fait que tu ne sois pas conservé. T'étais performant, tu faisais partie de cette génération notamment qui a joué avec Sambi Lokonga, je pense qu'Alexis Salemakers également, etc. Donc c'est une équipe qui a réussi. Sambi Lokonga aujourd'hui est en train de réussir à Luton Town. Alexis Salemakers fait de très belles choses avec Bologne où il reste je crois qu'il a marqué 2 buts sur les 3 derniers matchs avec Bologne. Il est très performant, donc c'est quand même intéressant de voir que vous étiez une très belle génération. Toi, t'as pas été conservé par le Sporting d'Anderlecht. Moi, je pense que c'est parce que voilà, Jean Kindermans avait ses avis et je pense que Jean Kindermans aujourd'hui n'est plus là, donc on peut en parler très très librement. Hein. Il est plus du tout directeur de l'académie d'Anderlecht. Ça a parfois fermé des portes. Je pense que toi aussi, le fait que ton cousin soit Hervé Cagé et qu'il y a pas mal de choses liées à tout l'univers et l'histoire du Sporting d'Anderlecht, ça ne t'a pas été, on va se dire la vérité. Mais est-ce que tu as souffert du départ au Sporting? Est-ce que ça t'a fait mal de quitter Anderlecht? Ouais, en tant que, j'étais jeune à l'époque et j'ai commencé le foot vraiment à Anderlecht. Donc Anderlecht c'est toujours un grand club pour moi, c'est vraiment un club que je tiens vraiment à cœur. Voilà, moi je trouve que à l'époque là, ça allait. C'est quand même dur de passer ce moment-là, de pas pouvoir être là où tes amis sont. Mais je le prends pas mal aussi parce que ça fait partie du foot. Il y a des joueurs qui vont réussir dans les clubs, il y a d'autres joueurs qui vont réussir dans d'autres clubs. Mais je suis vraiment content pour mes collègues, c'est mes frères maintenant, je dirais, qui sont passés avec moi. On a passé des bons moments là-bas. Je suis content où ils sont là maintenant dans leur carrière. Mais moi, je trouve que c'est peut-être fait pour une raison. Et peut-être si j'aurais quand même passé pro là-bas en Anderlecht, j'allais peut-être pas être ici là maintenant. Donc je le prends pas mal. Je le prends pas mal. Et voilà quoi. Donc tu penses qu'ils sont trompés ou pas quand même sur ton cas? Est-ce que tu penses leur avoir prouvé qu'ils s'étaient trompés suite à cette belle saison que tu as fait avec Berscott? Ouais, quand même. Ouais. Ouais. T'envoies un message. Ouais, un petit message. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ben oui, ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas jugé ton niveau réel, comme ils l'avaient fait d'ailleurs avec Sambi Lokonga et Alexis Salemakers, parce que toi, t'étais avec eux, tu t'en souviens de cette époque où, en fait, au final, ils leur faisaient pas vraiment confiance. Lokonga, il était sur le banc à ce moment-là. Tu as vécu des moments où on n'avait pas l'impression qu'Anderlecht avait choisi les bons chevaux pour les mettre en avant, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais voilà, quoi. Ils sont, comme on dit, l'agnac. C'est toujours avoir l'agnac. Et tout le monde avait un peu ça. On avait la mentalité pour et les qualités. On savait tous que, on savait bien jouer au foot. On jouait en Anderlecht. On gagnait tous les matchs. On était champions chaque année. Mais voilà, ça fait partie du foot. Et voilà, ça fait grandir un joueur dans la tête. Et voilà, pour après assumer tout, quoi. Vous êtes un peu une génération de revanchards, quelque part. Parce que quand on regarde un peu le parcours d'un Sambi, quand on regarde le parcours d'un Alexis Salemakers, qu'on voit ton parcours, aujourd'hui, on a l'impression vraiment que c'est une progression qui s'est faite au mental, en fait. Au mental. C'est vraiment ça, au mental. Et dans le foot, le mental, il doit être là pour être solide, pour tenir des matchs et de prester et d'avancer comme ça. En tant que joueur et aussi en tant qu'homme. Donc, voilà, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Et en tant que joueur et en tant qu'homme, c'est quoi tes ambitions? En tant que joueur, voilà, j'aime bien le foot. J'ai envie de jouer au plus haut niveau dans le foot. Et en tant qu'homme, c'est de profiter de ma vie et d'aider ma famille. Je suis vraiment une personne qui tient beaucoup à ma famille. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis revenu en Belgique quand j'étais en Italie. Parce que alors, je fais une petite parenthèse. Thomas est un grand fan de Moucron et ton frère a joué à Moucron. C'est qui ton frère? Mon frère, c'est Exaucé Nzao. Il a fait au premier abord. Il a joué en équipe première avec Moucron il y a de cela quelques années. C'est quoi son nom de footballeur? Nzao Mavinga.
Ah, si, Mavinga, Mavinga, oui. Benzao, ça me dit rien, mais Mavinga, oui, il était quelquefois repris dans... Ouais, voilà, son petit frère. Ok, la famille que j'ai pu rencontrer, effectivement, ils sont très derrière. Moi, j'avais eu l'occasion, j'étais avec ton cousin Hervé, et il m'avait fait découvrir la famille. Il y a de la joie dans la famille Nzita, il y a de la joie. On a envie de montrer le bonheur. Mais c'est un peu ce qui resplendit de ton football, en fait. C'est vraiment la joie. On s'amuse, on aime bien rigoler, on aime bien dribbler. Et voilà, j'ai tout ça de lui, quoi. C'est mon grand frère. Et c'est lui qui m'a motivé à tout. Et il m'aide aussi, en dehors du foot, d'être droit et de faire les bons choix, quoi. Donc, voilà, quoi. Ça fait partie de la famille. Alors, il faut que je pose la question, c'est obligatoire, parce que tu dois le savoir, en Belgique, on a très peu de latéral gauche. Je pense que le meilleur latéral gauche de CPL, c'est toi, mais le meilleur en JPL, certainement en étant belge, c'est Maxime de Kuyper. Donc il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le secteur. Quand on regarde les potentiels sélectionnables en Belgique, il n'y en a pas plus de 20 en fait. Donc et partout dans le monde, il n'y a pas beaucoup de Belges qui sont potentiellement appelés. Toi, tu as été appelé déjà avec la U21. Ouais. Donc il y a quand même cette chance. Est-ce que toi, tu veux la saisir? Tu as conscience qu'à un moment donné, il y a possibilité d'aller chercher les Diables Rouges? Et tu en fais quand même un objectif dans le fond de ta tête, on va dire, dans le fond de ton cerveau. Écoute, ouais, ça fait toujours plaisir de jouer pour son pays et de jouer l'Euro ou la Coupe du Monde. Donc, ouais, au fond de moi, c'est quand même dans ma tête, c'est aussi un truc que je veux bien faire dans ma vie. Donc, ouais, je dirais, jouer en équipe nationale, c'est un rêve, quoi. Donc, je le mets pas direct maintenant dans ma tête parce qu'allez, je suis quand même content qu'on a été champion. Donc là, je suis vraiment concentré avec le Beerschot pour la D1. Ouais. Et voilà, pour jouer aussi en équipe nationale, t'as besoin d'être bon en club. Bien sûr. Donc c'est ça l'objectif, d'être bon en club et de voir ce que je peux faire. Et si voilà, j'ai la chance de jouer en équipe nationale, ben c'est génial, quoi. C'est extraordinaire. C'est génial. Ce serait extraordinaire, en plus avec des copains, quoi. C'est ça, des Alexis, des gens avec qui t'as déjà joué, donc ce serait une belle retrouvaille. Aujourd'hui, ton choix est fixé. Je sais que c'est très compliqué. Moi-même, je suis d'origine italienne, donc si je m'imagine en tant que footballeur, si j'avais dû faire le choix entre la Belgique et l'Italie, ça aurait été hyper dur. Déjà, à l'Euro, j'ai des difficultés à choisir quelle équipe je supportais. Donc t'imagines un peu le truc. Ouais, je vois. Ton cœur, il penche actuellement vers quel pays? Est-ce que t'es plus RDC ou est-ce que si la RDC t'appelle, tu prends en considération? C'est une question de cœur, hein. C'est une question de feeling. C'est pas vraiment le cerveau, la sélection nationale. C'est où est-ce que t'as au fond de toi. T'es plus, allez, on va dire, si tu dois faire un balancier, t'es plus Belgique ou Congo pour le moment? Pas facile à répondre. C'est vraiment compliqué. On a beaucoup de discussions par rapport à ça à la maison. Ouais. Mais je dirais plus, allez, j'ai grandi ici. J'ai joué en équipe nationale de la Belgique, donc je dirais plus la Belgique là pour l'instant. Tu te sens belge? Ouais, mais voilà, j'ai aussi mes parents viennent du Congo et le Congo aussi c'est voilà, ça fait partie de moi, donc je dirais le Congo aussi, mais j'ai jamais été appelé pour le Congo. Allez, je supporte le Congo obligé parce que j'ai aussi des amis à moi qui jouent là-bas en équipe nationale, mais voilà, quoi, si les deux sont là et le premier qui me demande, ben écoute, je vais réfléchir, je peux pas prendre une décision comme ça. Mais comme tu m'as posé la question, je dirais plus la Belgique niveau cœur. Parce que ouais, j'ai grandi ici, je viens d'ici, je vis ici. Voilà, quoi. Bah, c'est très bien. C'est très bien, mon frère. Je vais pas te mettre en difficulté là-dessus. Je sais que je t'apprécie beaucoup. L'objectif est pas du tout de poser de problème là-dessus. Je sais que c'est très compliqué et que c'est des choix qui sont parfois des trucs qui se règlent à 3 heures du matin avec toute la famille autour. Je sais que ça peut, ce que tu peux vivre quand tu dois choisir une sélection nationale, notamment avec le cas Mehdi Carcella à l'époque, qui avait fait des matchs amicaux avec la Belgique et ensuite a décidé de jouer pour les Lions de l'Atlas. Donc, t'es un peu tiraillé, quoi. Au final, c'est difficile, quoi. C'est dur à vivre. Ouais, c'est pas facile. Les gens disent, ah ouais, t'as de la chance de pouvoir jouer, allez, t'as le choix de faire de jouer pour 2 pays. C'est pas toujours facile. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, de cœur, de passion, de famille que t'as, et c'est toujours difficile de faire un choix, mais voilà, quoi. C'est pas facile, quoi. Je comprends très bien.
Je comprends très bien. Bon, on va passer maintenant forcément aux paroles de supporters. C'est l'ennemi dont on va parler, donc ça va aller. On a parlé d'Anderlecht, là maintenant on va parler du Standard. C'est pour ça que je dis qu'on parle de l'ennemi. Aïe aïe aïe. Et oui, forcément au Standard c'est une situation très très compliquée. Bon, faut quand même vous expliquer 2 minutes le contexte parce que vous êtes peut-être arrivé de la planète Mars et vous ne savez pas ce qui se passe actuellement au Standard. Bah ouais, on va pas parler de sportif aujourd'hui les gars. On va pas parler de sportif puisque c'est un contexte assez horrible qui entoure le Standard de Liège. La question qu'on va vous poser fait suite à l'article de Bloomberg aux USA fait par l'excellent Tariq Panja qui travaille notamment pour les New York Times qui indique en fait qu'une plainte pour fraude a bien été déposée contre 777 Partners. 777 Partners, les propriétaires du Standard, sont accusés de fraude par leurs créanciers, affirmant que la société d'investissement basée à Miami avait emprunté 350 millions de dollars en mettant en gage des actifs qu'elle ne possédait pas. Selon la presse belge, notamment le Newsblad, ça pourrait aller jusqu'à 700, des informations qu'on a pu confirmer. Dans les faits, l'idée est de dire simplement que les banques ne suivent plus 777 Partners, qui est le propriétaire du Standard, et 777 Partners a mis en fait en gage les clubs qu'elle possédait pour essayer d'éviter la banqueroute de leur groupe. Ça veut dire que non seulement ils mettent le club en danger, mais en plus de ça, ils utilisent le club comme un soldat qu'on mettrait au front à la guerre pour être le premier qui meurt, quoi. Donc aujourd'hui, les gens forcément se révoltent au Standard. C'est un énorme problème. Il y a une vraie possibilité de faillite parce que on le sait, Bruno Venanzi essaye de récupérer les avoirs du Standard, en tout cas les avoirs du 777 Partners en Belgique, en l'occurrence la société Standard. Ce qui pourrait forcément causer la faillite, c'est pour ça que j'ai posé la question, qu'on vous a posé la question sur X, anciennement appelé Twitter. Eh bien, très simplement, faut-il espérer une faillite en repartant de zéro pour que le Standard de Liège retrouve enfin sa grandeur et ses lettres de noblesse? On a posé par exemple la question, on va lire Logano Honorès qui nous dit « Je ne suis pas un fan du Standard ». C'est intéressant de lire aussi les gens qui ne sont pas fans mais qui répondent à la question. Mais un club prestigieux comme eux doit tout faire pour éviter la faillite. Je souhaite qu'il se relève. Cédric nous dit « S'il y a faillite, le club s'en relèvera pas avant un moment. Par contre, si on veut l'éviter, le club doit être repris le plus vite possible. 777 et Locht Harkin, donc le CIO du Standard, et Fergal Harkin, le directeur sportif, c'est juste pas possible. Faut des gens expérimentés avec plus d'ambition. Mais ça reste la théorie, Xavier. Ouais, clairement, moi je pense, comme ils disent que si tu repars de zéro, je suis pas sûr que le club se relèvera. Il y a beaucoup des cas comme ça, même Moucron, enfin peut-être dans quelques années plus ou moins récents, mais quand tu repars de zéro, c'est très très compliqué de repartir. Donc moi je pense que c'est peut-être mieux que ça reste un club moyen. Au final, il faut quand même pas beaucoup de moyens pour pouvoir te sauver en D1-1. Donc reste un club moyen qui joue Playoff 2, Relegation Playoff, un peu entre les deux. Pendant quelques années, le temps de tout remettre sur les rails et tout remettre plus ou moins en place. Mais je pense que c'est pas la solution de repartir de zéro non plus. Donc ce serait pas la solution, mais ça aiderait quand même. Alors, bon, je peux comprendre. Et alors, on a un homme ici, un supporter de Moucron, du Royal Excel Moucron, qui forcément a souffert de ces faillites. On voit à quel point c'est compliqué aujourd'hui pour Moucron de revivre et de revenir à l'échelon, je dirais, professionnel. Là aussi, je pense que tu as une vraie légitimité à parler de cette question, Thomas. Est-ce que tu penses que repartir à zéro, se dire quoi qu'il arrive, on a autant de supporters au Standard, on va remonter, on a la base entre guillemets de joueurs jeunes qui vont pouvoir aider le club à un moment donné, qu'on va pouvoir se relever, c'est vraiment possible d'y croire ou pour toi c'est trop compliqué? Si, je pense que si le Standard devient faillite et qu'ils doivent se retrouver dans les divisions inférieures, je pense que oui, il y a quand même moyen de remonter. Si Moucron l'a fait et si le Berscott l'a fait aussi parce qu'ils ont connu plus ou moins la même situation, je pense que c'est tout à fait possible de revenir. Moucron, pour rappel, quand ils ont fait la première faillite en 2010, ils sont remontés 6 ans après la première faillite, donc en 6 ans de temps, donc de promotion jusqu'en division 1, ils sont remontés quasiment chaque année. Il y a une seule année où ils n'ont pas été champions, ils sont restés 2 ans de suite en D2, mais ils sont montés direct après. Donc je pense avec les moyens qu'ils ont, les supporters, juste leur histoire etc. Je pense que oui, ils peuvent facilement retourner. Mais après, on a eu par exemple le cas de l'Union Saint-Gilloise, ils ont attendu très très longtemps avant de remonter, alors que c'était aussi un club quand même assez culte du championnat belge. Donc c'est vraiment le destin en fait, c'est le hasard aussi. 11 fois champion de Belgique, l'Union Saint-Gilloise, on le rappelle, avant la Seconde Guerre mondiale, hein, donc c'est quand même un grand club dans l'histoire. On a le cas avec Liège aussi, hein, qui galère à remonter en D1, toi. Ouais, mais ils sont en D2 maintenant, donc ça va, c'est tranquille.
Enfin, tranquille. Ils sont pas encore. Ouais. Certains disent d'ailleurs que les supporters du FC Liège de l'époque sont devenus les supporters du Standard d'aujourd'hui. Ok. Alors enfin, certains, en tout cas, il y a une certaine frange des supporters du Standard qui sont plutôt pas dire des touristes, mais tu vois, des gens qui arrivent et qui, voilà, sont plutôt sympathisants des deux clubs. Alors qu'à l'époque, il y avait une vraie animosité en fait entre le Royal Football Club de Liège et le Standard de Liège. Donc il y avait une vraie bataille. Mais moi, on me l'a beaucoup reproché cette question sur Twitter. On m'a dit oui, mais pourquoi tu veux poser cette question, etc. Moi, je trouve que c'est important parce que le Standard de Liège aujourd'hui est un des seuls clubs qui, pour moi, peut se relever d'une faillite. Ah oui, mais clairement. De toute façon, il y a eu deux exemples aussi. Il y a eu le Coron maintenant qui remonte en Challenger Pro League. Il y a la Louvière, on en a parlé la semaine dernière. Donc franchement, si t'as un projet, tu recommences à zéro, pourquoi pas. Mais bon, c'est difficile de s'imaginer que le Standard soit à zéro du jour au lendemain et qu'il faut recommencer. C'est très dur parce que c'est un grand club. Les autres clubs qu'on vient de citer, c'est des petits clubs. Donc ouais, le Standard fight, c'est difficile à s'imaginer, mais je pense que ce serait pas forcément une mauvaise idée. Et ça colle tout à fait avec ce que Mark Smike nous explique. Il me dit non, Sacha, il ne faut pas espérer la faillite. Il ne faut absolument pas que le club descende. C'est notre seul record qui nous reste là. La longévité en D1, une reprise du club, mais rester en D1. Bah oui. C'est dur aussi pour les supporters du Standard de vivre des moments comme ça. C'est une souffrance, en fait. Faut aussi se mettre à leur place, quoi. C'est compliqué. Ouais. Je suis assez triste aussi pour eux quand je vois les réactions, je lis les trucs, je me dis, franchement, en plus des résultats sportifs qui sont catastrophiques, tu vois la situation, c'est dur, Thomas. Ouais, ils méritent pas. Mais bon, après, comme tu dis, faut mettre à leur place. Je pense que je suis très bien placé pour savoir ce que c'est. Ouais. Donc ouais, non, je comprends parfaitement leur détresse. Mais des fois, il faut retourner bas pour pouvoir remonter. Et même dans le foot, regarde, par exemple, on peut, par exemple, montrer l'exemple de notre invité. Il était à Anderlecht, il est redescendu en Série C. Aujourd'hui, il est en D1. Donc des fois, il faut redescendre pour pouvoir remonter. Ouais, bah aujourd'hui, bon, t'as le cœur mauve, forcément. La situation, quand on est joueur professionnel et qu'on voit ça, ça ne nous donne pas forcément envie de jouer au football, en fait, tout simplement. Il y a, dans l'univers autour, il y a vraiment un impact sur les résultats, sur la manière de s'entraîner. Quand on entend, quand on lit tout ça, ça démotive un peu? Ouais, quand même, ça fait, c'est chiant, on va dire, parce que t'es là, tu peux rien faire, à part jouer et voilà, ça travaille le mental, hein. Ça change l'atmosphère dans l'équipe. Ouais, c'est pas un moment cool d'aller passer dans une période comme ça. Et voilà, surtout voilà quoi, tu peux rien y faire parce que ça vient d'en haut et tu sais rien faire. Ouais. Donc c'est ce que disait quelque part Marlon Fossé en disant toute l'énergie négative autour du club nous nuit. C'est dur en fait à vivre. Il faut savoir qu'il y a un an de ça, le Standard avait pris des renseignements pour toi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, même la stratégie, tout ce qui est recrutement, etc., ils ne savent même plus où est-ce qu'ils vont parce que tout est aujourd'hui diligenté par 777 et il y a un espèce de nuage incompréhensible. Toi, comment tu jugerais la situation du Standard, Xavier, en ce moment? Bah, c'est vrai que sportivement, financièrement, elle est très très compliquée. Après, il y a quand même, si on veut chercher un peu le positif, je trouve que dans, par exemple, leur mercato d'été, il y a quand même certains joueurs qui sont de belles trouvailles, je trouve. Par exemple, un Kawabe, Isaac Price, tout ça. Donc, il y a quand même quelques, O'Neill. Il y a quand même quelques éclaircies dans cette brume obscure et tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen c'est compliqué au Standard. Mais je pense, avec un peu s'ils essayent de remettre tout droit, d'équerre correctement, peut-être que même si le club revient à Bruno Venanzi, peut-être que ça peut même faire du bien, parce qu'au final, c'est quand même mieux. En fait, chaque fois que le club est racheté... Thomas n'a pas l'air d'accord. Non, mais je trouve qu'ils ont quand même gagné une Coupe de Belgique avec Venanzi. Ouais, c'est tout. Ouais, mais chaque fois, non, mais je comprends. On critique le dirigeant, il est critiqué, limite on veut sa tête et autres. Et puis on revend à quelqu'un, on se dit, oh, surtout content, il a vendu, et c'est pire, toi. C'est même été le cas avec Du Châtelet. Exact. Du Châtelet, on n'en voulait plus, on était content que Venanzi arrive, puis Venanzi arrive. Puis après, on est content qu'il revende, puis maintenant, toi, donc chaque fois. Et au final, Venanzi, ça reste quand même un Belge, et je pense que, à l'heure actuelle où tu as de plus en plus de clubs qui appartiennent à des étrangers, pour un club comme le Standard, c'est important. Qui se fasse aider financièrement, parce que Venanzi ne peut pas supporter, évidemment, tout pour le Standard, qui est quand même un dirigeant belge au sein d'un club iconique, on va dire ça comme ça, de notre championnat, je pense que ça peut être important, ça peut faire du bien, justement. Et ce qui est sûr, c'est que tout ça se propage, hein, Thomas, même au niveau du vestiaire, notamment dans la relation qu'il peut y avoir entre les joueurs et l'entraîneur.
on l'appelle le policier dans le vestiaire. Donc c'est pour te dire un peu, il y a une vraie sévérité, en tout cas il y a une tension. Ivan Leko, Adrien Trebel nous en parlait il y a 2 semaines, il est un excellent entraîneur qui est respecté, etc. Mais dans le vestiaire c'est compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que notamment vendredi, William Balikwisha n'a pas été titulaire en fait dimanche parce qu'il était absent à l'entraînement vendredi, voilà. Et du coup ça a amené de la tension notamment dans le groupe, etc. Et on sent en fait que les joueurs ne sont plus du tout à 100%, qu'ils ont quasiment lâché l'entraîneur qui veut rester la saison prochaine. Dans une situation comme ça, tout va de travers en fait. Tout va de travers, et si je me trompe pas, il y a aussi une histoire au niveau des interviews, qu'il y a personne, qu'il n'a pas été à l'interview. 1h30 d'attente, ils ont été bloqués dans le vestiaire pendant 1h30. Toi, après 1h30, tu t'en vas. Bien sûr. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi rentrer chez moi. Ils ont été bloqués pendant 1h30 dans le vestiaire de Louvain, que tu connais bien, parce que tu as joué à Louvain avec les Diabletins à l'époque. C'est dire aussi la sévérité. Par le coach, on précise bien, c'est par l'Echo qu'ils ont été bloqués pendant une heure et demie. Exactement. Et donc les journalistes ont dû attendre 1h30 après le match pour avoir une petite réaction d'un côté comme de l'autre. Et en plus le Standard, comme ils n'ont pas envoyé de deuxième joueur, aura normalement une amende. Mais bon, avec tous les trucs qu'ils n'ont pas encore payés, ce sera une amende de plus qu'ils ne vont pas payer. Quelque part. C'est très très compliqué. Allez, on va laisser ce dossier un petit peu morose du Standard de côté, place au moment fort de la semaine et forcément au match auquel tu as assisté mon cher Thomas, l'Union Saint-Gilloise face au Sporting d'Anderlecht. Qui de l'Union Saint-Gilloise ou du Sporting d'Anderlecht est le grand perdant après ce match nul 0-0 dans le derby bruxellois, Thomas? C'est l'Union, L'Union, il devait coûte que coûte remporter ce match pour revenir dans la course au titre, mais là je pense malheureusement pour eux c'est terminé, sauf s'ils font un 9 sur 9, je pense que ça se jouera entre Anderlecht et le club de Bruges. Ouais, ça va être compliqué pour l'Union qui a eu des grosses difficultés dans le jeu, dans le cœur du jeu, je trouve. Ils ont vraiment été mis à mal, notamment par la présence d'un homme qui étonnamment est mis sur le marché par le Sporting d'Anderlecht, mais c'est le cas, a été très très bon, c'est Majid Achimerou. Qu'est-ce que tu penses de la performance de l'Union Saint-Gilloise, toi, Xavier? Enfin, moi, au final, je trouve qu'ils ont pas été si mis à mal que ça. Au final, le match était quand même fort équilibré. C'est juste que c'est une affiche du top. Et t'as eu des moments forts pour Anderlecht, des moments forts pour Anderlecht, que l'Union a eu quand même beaucoup d'occasions également qu'ils ont ratées. Et je pense que c'est comme tout. C'est juste qu'il y a pas, vu que c'est vraiment un match du top, tu peux pas avoir une seule équipe sur le terrain. Ça se joue à deux, enfin comme tous les matchs de foot, mais et t'as eu des moments forts plus pour l'Union, des moments forts plus que regarde le gros raté de Nilsson là, quand il est face à avec Schmeichel qui essaye de lober qui est là. Genre à un moment quand De Bas se loupe et que Amoura met une frappe que le gardien va bien chercher, toi il y a eu plein de moments forts d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que je trouve que y a pas forcément Anderlecht n'a pas forcément mis à mal l'Union, c'est juste ils ont eu des moments forts comme toutes les équipes. Bardo, t'as eu l'occasion de regarder un peu le match? Est-ce que c'est une rencontre que t'as regardé? J'ai regardé le match, c'était vraiment un match. Tout le monde s'attendait à un match chaud avec beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Mais voilà, quoi. Comme Xavier nous a dit ici, je trouvais que l'Union était pas si efficace que ça. Ils ont vraiment eu beaucoup d'occasions, mais c'est juste, voilà, faut la mettre pour gagner un match. Et voilà, c'est dommage, quoi. C'est un football qui te correspond bien, je trouve, l'Union Saint-Gilloise. Il y a dans l'intensité, dans le côté plaisir aussi qui est mis en place par Alexander Blessing. Vraiment un match intéressant. En plus de ça, bon, on peut le dire, l'agence qui te représente, donc TTMA, et en l'occurrence ton agent Jean-Siméon Moussassa, en fait, est assez proche de l'Union parce qu'il y a Mohamed Amoura, qui est également représenté par eux. Est-ce que tu penses que ça peut être un challenge qui peut t'intéresser, l'Union Saint-Gilloise ou pas? Ouais, écoute, j'aime bien leur jeu, j'aime bien comment ils jouent, j'aime bien les supporters à le stade, j'aime bien tout ce qui est un club qui joue vraiment, c'est un club de famille, on va dire. Et voilà quoi, Union, tout le monde le sait, ça fait 3-4 ans qu'ils sont là et qu'ils sont vraiment toujours dans le top. Mais c'est toujours en phase de play-off qu'ils sont un peu, il se passe toujours des trucs. Mais voilà quoi. Là, maintenant, moi, je suis un joueur de Berscott et voilà quoi. Non, bien sûr, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que le parcours d'un Noah Sadiki peut être inspirant pour toi. Quelqu'un qui vient d'Anderlecht, qui a été formé, à qui Anderlecht, comme toi, n'a pas donné la chance et qui réussit à l'Union. Ça peut aussi te donner des idées, c'est ça que je veux dire. Je vois. En plus, non, moi, je le connais très bien aussi, son père, tout le monde, sa famille. Voilà, je suis content pour lui qu'il est là-bas. Il est content, il est libre, il est lui, il joue son jeu. Et voilà, quoi, c'est juste que, c'est dommage que l'Union, là, maintenant, ils sont en train de rater leur chance, là, pour,
Très clairement, ça rate sa chance du côté de l'Union Saint-Gilloise. Ouais, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion quand on voit justement ces jaunes et bleus incapables de développer leur jeu quand ils sont mis sous pression, Thomas? Bah moi je trouve qu'ils ont quand même, comme le disait Xavier, ils ont bien joué. Et je pense que la pression, ils l'ont déjà eu plusieurs fois cette saison. Par exemple, le match contre Francfort en Europa League, ils ont su gérer ce match-là. Ils perdaient au match aller, ils ont réussi à remonter la pente. Donc non, je pense que c'est pas une question de pression, c'est juste que le 0/12, ça leur a tapé dans la tête. Enfin, je pense que le mental a été touché. Et comme le disait Castro Montes en interview, c'est pas contre Anderlecht qu'ils ont perdu des points, c'est justement avant cette rencontre-là où ils ont perdu la main sur le titre. Il y a peut-être un manque de fraîcheur. Toi, tu le fais que le répéter dans cette émission, Xavier. La préparation physique n'a pas été parfaite et ça a une conséquence sur les résultats. Ouais, je pense, comme je l'ai déjà dit, hein, si on peut en répéter, mais je pense que leur pic de forme n'a pas forcément été bien ajusté pour arriver pour la deuxième partie de saison, quand on sait qu'en Belgique, les playoffs sont tellement importants. Dans un autre championnat où il n'y a pas de playoffs et que tu joues pas contre tes concurrents directs, ton pic de forme n'arrive pas en février-mars, ça peut-être être encore acceptable parce que tu as pris beaucoup d'avance au fur et à mesure de la saison, mais en Belgique, ça fait plus de 10 ans que les playoffs existent, on sait qu'on divise les points par 2, tu vas jouer 2 fois contre tes concurrents directs, donc il y a beaucoup de points à reprendre, même si tu as plein d'avance, tu vas le perdre, tu es obligé de préparer être en forme et être frais fin de saison, même s'ils ont joué beaucoup de matchs avec l'Europe, mais bon, ça c'est à eux qu'on fait leur choix, ils pouvaient faire tourner au début de saison quand ils jouaient contre des adversaires plus faibles, quitte à perdre des points. Donc je pense que vraiment ce manque de fraîcheur est compliqué, parce qu'on voit que des fois, peut-être le raté de Nilsson, peut-être que si il a joué, 4 matchs en moins depuis le début de la saison, peut-être qu'il est un peu plus frais et qu'il le rate pas, par exemple. Ouais. Donc tous ces petits trucs-là... qui peuvent faire la différence, effectivement. Ouais, tu as raison. Et puis, on peut le dire, en face, il y a un club de Bruges, Thomas, qui est en train de rouler absolument sur tout le monde, qui a une facilité à faire les matchs, qui a une fraîcheur qui est même étonnante par rapport à la fin de cette saison. On les sent bien, on les sent en train de rouler. Derrière toi, mon cher Xavier, il y a le maillot de Skoras. Ouais. Il a encore été bon et il s'est encore une fois renouvelé. Il est incroyable. Il est incroyable, Skoras. C'est un joueur magnifique. Bon, forcément, je sais que tu l'adores, Michal Skoras, mais il y a eu un buteur aussi à côté, c'est Andreas Kovolsen. Il a marqué. Ça fait des solutions en plus de ça sur le banc pour le club de Bruges. C'est ce que je disais, je l'ai dit il y a 2 semaines, je pense, quand c'était le match face à Genk. Il y avait Skoras qui jouait et Nusa, mais quand on regardait le banc, il y avait quand même Jules Glas, Skovolsen, il y avait même Mignolet à ce moment-là, donc il y a vraiment un banc exceptionnel. Mais comme tu disais, le club de Bruges roule sur tout le monde, pardon. Et il y a aussi ce facteur chance. Tu l'as senti quand Alderweireld a malheureusement marqué contre son camp. Tu ressens vraiment que ce club de Bruges, ils foncent vers le titre, ils ont la chance du champion. Ouais, c'est un bulldozer en fait. Mais du coup, quoi qu'il arrive dans cette lutte pour le titre, le club de Bruges, il faut le dire, a assuré son ticket européen. Ça y est, ils auront quoi qu'il arrive, je dirais une place dans le top 3. Mais s'ils ne vont pas chercher justement autre chose qu'un podium et une demi-finale de la Coupe d'Europe, est-ce qu'on pourra dire que la saison brugeoise, ça réussit, Thomas? Non. Le truc, je pense qu'il y a le club de Bruges cette saison, c'est 2 parties. T'as la partie d'Ela, on le sait, t'as la partie Ayen. Et je pense que ce qu'ils ont fait avec Ayen a été exceptionnel et franchement, ça rattrape tout ce qui a pas été au début de saison. Donc je pense pas que même s'ils n'arrivent pas à avoir le top 3, mais bon, ils vont l'avoir de toute manière et avec la Conference League, ils vont peut-être même aller en finale. Donc je pense que quoi qu'il arrive, leur saison est réussie. En comparaison avec ce qui s'est passé en première partie de saison. Ouais. Le club de Bruges, c'est quand même impressionnant, Mardo, dans le style. Un style un peu différent du tien, mais ça demande une certaine rigueur. Est-ce que tu as déjà eu des échos, des joueurs que tu connais de Bruges qui t'ont déjà parlé de ce club-là? C'est spécial? Ouais, c'est spécial. En plus, on a joué contre eux aussi en coupe. Le score était un peu, c'était grave, c'est sévère. Mais ouais, pour jouer dans un grand club, faut des grands joueurs et il y a beaucoup de pression. Mais le jeu de Bruges, voilà quoi, Bruges est connu pour être, quand même ces derniers temps, un des grands clubs en Belgique. Et voilà, ça demande beaucoup de passion, d'entraînement, de force. Et je trouve que voilà, moi j'aime bien le jeu de Bruges, c'est vraiment un style à part, mais
ça donne, tu vois que ça donne. C'est clair. Donc, Faut de l'intensité. C'est ça. Bon, on a vu que Björn Meyer sera absent parce que blessé au genou. Bon voilà, ça va peut-être laisser une place sur le côté gauche pour toi. Je dis ça, je dis rien, évidemment, mon cher Mardo. Non, mais c'est vrai que, bon, on va parler du club de Bruges et de ses records parce que c'est quand même un grand club de football. Ah oui, les Blauenswart joueront l'Europe pour la 31e année consécutive. C'est énorme. Purée. C'est la plus longue séquence, tout club belge confondu. Au cours des 40 dernières années, le club n'a manqué l'Europe qu'à 3 reprises. La question, elle est toute simple. Est-ce qu'on peut, en 2024, dire que Bruges est le plus grand club de Belgique, Thomas? Ah oui, carrément, mais sur tous les plans, hein, aussi bien côté infrastructure que gestion, que noyau, que tout en fait. Sur tous les plans, le club de Bruges est loin devant tout le monde. Il manque plus que le stade. Ouais, il manque le stade effectivement, et je pense que Bart Verac va se battre jusqu'à la fin de son époque, ou en tout cas jusqu'à la fin de sa carrière en tant que président du club de Bruges pour y arriver, parce que c'est ce qui lui manque en fait. Ouais, mais c'est ce qu'ils veulent. Hein. De toute manière, ça fait des années qu'ils essayent de l'avoir. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque de suivi par la commune en fait. C'est tout simplement ça. Ouais, parce que de l'argent ils en ont. Hein, ah oui, voilà. Ouais. Vu les ventes qu'ils font, je pense qu'ils vont pas. C'est assez impressionnant. Quel est ton avis sur quand tu regardes, toi qui as un historique du football belge, toi qui connais, qui en a vu passer des époques, est-ce que tu penses que le club de Bruges est actuellement le plus grand club de Belgique en 2024? À l'heure d'aujourd'hui, oui. Historiquement, non. Mais quand tu regardes déjà sur les 10 dernières années, c'est quand même 5 titres. Enfin, comme tu dis, ils ont joué 31 fois l'Europe d'affilée. Donc, historiquement, c'est un des plus grands clubs. En 2024, c'est le plus grand club belge, mais c'est pas, si on regarde dans toute l'histoire, c'est pas forcément le plus grand club belge, parce qu'il y a par exemple Anderlecht qui a une période un peu plus compliquée, mais qui reviennent bien. Mais c'est vrai que pour le moment, Bruges a tellement d'avance que je pense qu'ils sont encore partis pour trôner la top place pendant quelques années. Ouais, c'est ça, exactement. Même si des fois, il faut aller vite. Parce que je sais pas si vous vous rappeliez, je t'ai coupé, pardon Thomas. Non, ça rappelle quand Stade a été 2 fois champion d'affilée. Ils avaient vendu Fellaini pour 18 millions ou je sais plus combien. 20,5 millions. Voilà. Et à ce moment-là, on a dit, c'est bon, maintenant le Standard, il est parti pour quelques années. Et depuis, plus rien. Donc, des fois, ça peut aller vite, faut faire attention. Mais c'est vrai qu'ici, Bruges, je pense que, vu, je crois que l'année dernière, ils avaient encore battu le record de plus-value ou de bénéfices. Donc, eux, je pense que, franchement, pendant un petit temps, on va encore devoir, voilà. Après, ce qui caractérise un grand club, Xavier, c'est surtout sa longévité dans la structure. Oui. Aujourd'hui, l'arrivée de Vincent Manhart et de Bart Verac s'est faite en 2011, de mémoire, saison 2010-2011, et c'est vraiment là-dessus qu'on a créé un nouveau club de Bruges. Alors, historiquement, Bruges existait, il y a une finale en 1976 de la Coupe de l'UEFA, on s'en rappelle, mais il y a quand même aujourd'hui un truc de dire, ok, tu es au club de Bruges, ça attire aussi. Qui pourrait refuser, Mardoché, qui pourrait aujourd'hui refuser le club de Bruges en étant un jeune joueur belge? Personne. Personne. Ouais, c'est un grand club et voilà, ils ont montré ça et j'ai été là-bas, leur complexe, tout ça, c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est comme on les appelle. Le Bayern Munich de Belgique. Ah ouais. Faut se calmer, c'est ça que tu veux dire. Mais dis-le-moi, c'est pas grave, dis-le-moi, y a pas de souci. Non, je sais, mais c'est parce qu'on aime beaucoup notre championnat, donc on essaye un peu de l'élever. Mais oui, effectivement, c'est un très grand club. Je voulais passer forcément par la case du KRC Genk, parce que c'est la grosse déception de cette saison, ou en tout cas de cette journée, cette 7e journée. Il y a 13 jours, ils étaient encore candidats au titre, Thomas. 13 jours, ils étaient encore candidats au titre. Ils se sont pris un 7-0 bien sonné aller-retour face au club de Bruges, justement, dont on vient de parler. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus mathématiquement devenir champions de Belgique. Est-ce qu'ils doivent être déçus de leur parcours en Champions Playoff, Xavier? Non, pour moi, non. Au final, ils se sont qualifiés tout juste 6e. Grâce on a fait les 10 dernières minutes là contre les quelques dernières minutes contre Westerlo un peu houleuse, mais voilà. Mythique. En gros voilà, ils sont qualifiés tout juste, ils ont failli ne pas être en play-off. Au final pour le moment ils sont 4e, ils peuvent avoir une place en Coupe d'Europe alors qu'ils auraient peut-être pu en avoir. Donc au final, c'est vrai que si tu regardes il y a 15 jours, tu peux râler puis tiens, on aurait peut-être pu être champion, mais il fallait quand même beaucoup de chance et des grosses performances beaucoup. Donc je pense passer de la 6e place à la 4e et aller chercher une place en Coupe d'Europe, je pense que tu peux être satisfait de ta saison. Ouais. Thomas, formellement, la 2e place n'est plus possible et la 3e place ne pourrait l'être qu'en cas de 12 sur 12 de Genk, seulement si l'Union ne gagne plus ses 3 derniers matchs. Ah oui, non, mais ça, faut même pas Donc ils sont là où ils doivent être. Ah oui, mais carrément, même, comme le disait Xavier, à peu de choses près, ils y étaient même pas dans les Champions Playoffs, donc ça s'est joué à rien. Ils y sont, ils ont fait un très bon début de Champions Playoffs, ils nous ont proposé du beau football, un nouveau système, mais apparemment, sur le long terme, ça n'a pas tenu, on l'a clairement vu prendre, je pense, ça fait 3 plus
plus 4, ça fait 11 buts en 3 matchs concédés, alors que justement c'était leur point fort du début des Champions Playoffs. C'est quand même assez bizarre. Et je pense, juste pour peut-être faire une connexion avec la Gantoise, Oui. je pense que c'est peut-être plus facile de terminer premier dans les Euro Playoffs que de jouer par exemple en Champions Playoff, par exemple le Cercle ou l'Antwerp, qui vont finir potentiellement 5e ou 6e ou Genk, on sait pas. Je pense que c'est même plus facile de décrocher l'Europe en Euro Playoff qu'en Champions Playoff. Mais on parle de Genk, mais moi je serais pas étonné si le Cercle va chercher cette place là. Ah ouais, tu penses oui, que bah oui, ils clairement. ont les capacités de ce Oui. qu'ils ont montré, effectivement, Ouais. ils ont été Ouais. impressionnants. Donc Je pense que il y a qu'un point de différence entre les deux, hein, donc a priori pour moi c'est vraiment pas fait du tout, et on sait jamais dans ces playoffs, peut-être que l'Antwerp s'il se réveille, il pourrait peut-être potentiellement encore aller chercher la place, mais bon, ce serait quand même Je assez pense que ça dépend c'est du compliqué. résultat en Coupe de Belgique, quoi. ouais, S'ils tout perdent dépend. la finale, Ouais. ils vont jouer à fond à la fin Ouais, des voilà, playoffs. Par contre, ils ont s'ils pas la le choix. gagnent, ça va être les vacances, Ouais, voilà, ça va être c'est leur ça, dernier c'est ça. match, Tout à quoi. fait, exactement. c'est ça exactement. Et comme on voit la perspective à l'intérieur du club, c'est pas très réjouissant. On y viendra dans Wait and See, mais vous allez voir, il y a pas mal de changements la saison prochaine, notamment dû à la situation financière, là aussi du Royal Antwerp Football Club, qui inquiète décidément des clubs historiques qui ont des très grands supporters qui sont en problème. Bah voilà, ça existe. Mais de toute façon, toi, tu vas pas parler gentiment de Antwerp parce que tu joues avec le Berscott et c'est les ennemis héréditaires. J'ai entendu ton copain là qui dit, un joueur, un coéquipier qui avait dit en interview, nous, ce qu'on attend, c'est juste le derby d'Anvers. On attend que ça. C'est ça, c'est On il y a attend le que retour. ça. C'est On bon. attend que ça. Même si on a des amis, des frères en face, ce derby, y a pas d'amis, y a pas de pitié, y a pas de pardon, c'est la guerre. C'est la guerre, quoi. C'est la guerre. On vous inculque ça quand vous arrivez au Berscott, quand t'es arrivé, on t'a dit directement, l'ennemi, c'est l'Antwerp, il faut, voilà. Ouais, c'est vraiment en mode, t'arrives au club, tu peux pas mettre du rouge, quoi. Ok. Donc, c'est Ouais, tout, clairement. sauf le rouge. Ok, d'accord. Et voilà, quoi. C'est dommage, même si t'as des amis là-bas, c'est ton ennemi maintenant. Donc, ouais. Je peux comprendre effectivement. Tout à l'heure, tu as parlé de la Gantoise, c'est bien, ça va nous permettre de faire une transition. Ils sont qualifiés, ou en tout cas, ils ont gagné les Euro Playoffs, c'est officiel, il n'y a plus personne qui peut les dépasser après leur victoire contre c'était contre le Malines, KV Malines, ouais. Malines, ouais, c'est ça. Si on fait aujourd'hui le match, 3e, KRC Genk, la Gantoise, qui gagne? La Gantoise ou Genk? La Gantoise, d'office. Ouais. Ouais, ils sont en pleine confiance, leur système marche toujours bien. Il y a peut-être juste le fait que voilà, The Brook ne sera plus là l'année prochaine, mais j'ai pas l'impression que ça joue sur leur performance. Donc non, vu la dynamique actuelle, j'irai la Gantoise. Xavier? Moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Surtout que Genk, comme je dis, ils avancent plus trop là pour le moment. Je pense que leur coach, c'est pas forcément un coach pour faire de bons résultats non plus. Donc, ouais, et puis quoi qu'il arrive, les joueurs, même comme tu as dit, même si Hein van de Broek il part, les joueurs de Sarr, il a prolongé. Ouais. Ils ont envie de jouer l'Europe. Ouais, Ils vont ouais. dire aux forces de coach, mais moi, je veux quand même jouer l'Europe. Donc, Ouais. t'as le groupe aussi derrière qui veut aller chercher cette place qualificative. Et comme on l'a dit, Genk, pour le moment, ça avance pas beaucoup. Donc, Ouais. Bon, après on dit Genk, mais je reviens sur ce que j'ai dit. Oui, il y ou a le quelques cercle, minutes, mais- le cercle. Si c'est le cercle, je suis pas sûr. Je Ok. suis pas sûr parce que cette saison, si je me rappelle bien, je pense que le cercle a gagné à domicile contre la Gantoise, alors que la Gantoise avait une série d'invisibilité depuis un bon moment. Donc je pense que si c'est le cercle, ça va être plus compliqué que Genk. D'accord. Oui, c'est ça, plus compliqué, Ouais. effectivement, parce que le football est différent. Ouais. mais il faut dire que Gand va pouvoir faire tourner, faire souffler un petit peu ses cadres, va leur garder le rythme, mais Ouais. par rapport à De Sarr, va peut-être pouvoir être souffler un petit peu pendant pendant les 3 derniers matchs qui restent ici, Ouais. pour être frais pour cette confrontation-là, C'est alors pas que faux, le ouais. cercle doit jouer à fond. Et on sait que Musli, c'est aussi un coach qui demande beaucoup d'efforts Ouais. physiques aussi à ses joueurs. Est-ce que dans 4-5 matchs, ils vont encore être aussi frais pour des matchs aussi importants? Surtout qu'il y a pas mal d'absents aussi côté cercle, donc Mhm. à voir. Encore une fois, c'est- On va juste attendre qui finit Voilà. 4e en Champions Playoff, après on en reparlera. Voilà, justement, messieurs, avant d'arriver à la séquence découverte, le crack, la fraude, et je suis très curieux d'entendre un petit peu vos différents avis et les gens que vous allez mettre en avant ou alors dépeindre dans l'émission. Mais juste avant, on sait que Hein van de Broek ne sera plus l'entraîneur de la Gantoise. Wouter Vranken était à la Planet Group Arena il y a de cela quelques semaines. On l'a annoncé sur Twitter, il fait partie des candidats potentiels pour reprendre le poste d'Hein van de Broek. Je pense que la Gantoise va devoir avoir un grand nom pour succéder à Hein van de Broek parce qu'en termes d'ego, ça va être compliqué, mais ce sera une autre ère maintenant, hein, sous la présidence de Sam Barrow, hein, vu la reprise du club l'été dernier. Et puis, il y a toujours la piste de Bechnikazi qui existe. On a parlé également de Thorsten Fink, l'entraîneur du STVV. Donc, il y a plusieurs noms qui circulent en interne. Pas de choix incessamment, mais je pense que Wouter Vranken a une petite longueur d'avance
alors que Besnikazi, paradoxalement, avait l'avance en mars, tu vois, donc ça évolue pas mal, hein. Le choix n'est pas encore définitif du côté de la Gantoise. Vous verriez qui pour succéder à Ivana Zebrook, Xavier? Moi, directement, Thorsten Fink. Ouais, carrément. Parce que, on l'a vu à Satron, il a fait confiance beaucoup à des jeunes. Et quand on voit tous les jeunes qui sortent de la Gantoise, que ce soit Malik Fofana, Fernandez Pardo, il y en a beaucoup, commence à leur donner la chance. Et lui, il arrive à les mettre en avant et à leur donner la confiance pour bien jouer. Donc je pense, et au final, il fait quand même des résultats avec Saint-Tron qui reste un club moyen. Donc je pense vraiment lui, parce que moi, Wouter Franken, comme j'en ai parlé avant, je pense que c'est pas un coach pour Gand. Que Gand, c'est vraiment, pour moi, un club, on va dire, du top en Belgique. Et Wouter Franken, au final, a Genk qui fait comme un Malines. C'est beau, c'est attractif pour les supporters, c'est très offensif, ça marque beaucoup de buts. Mais derrière, ça laisse tout le temps des boulevards, ils encaissent toujours énormément de buts. Et pour un club comme Malines, enfin des clubs moyens du subtop, c'est bien parce que tu mets du spectacle et tout ça. Mais pour des résultats dans des matchs vraiment en jeu, vraiment compliqués, je pense que c'est pas un bon coach à ce niveau-là. Si ça améliore sur ce point-là, ça deviendra un bon coach. Mais à l'heure actuelle, depuis quelques années, c'est problématique pour moi avec lui à ce niveau-là. Xavier a choisi Thorsten Fink, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous entendu, c'est son choix. Thomas, es-tu d'accord ou as-tu un autre nom à proposer? C'était le mien aussi, malheureusement t'as posé la question en première ligne. Merci, ça Ah bah voilà. Ouais non, moi c'est exactement la même, le même choix, pardon. Parce que bon, après je sais pas si le système, le système actuel de Gand correspond à ce que Finks a proposé à Saint-Tron. Donc déjà juste pour ça, je pense que c'est déjà pas mal de reprendre ça si éventuellement ils veulent continuer sur ce système-là. Ça, je sais pas, c'est un détail, mais je pense que ouais non, il a vraiment quelque chose. Et cette rigueur allemande aussi, ça peut peut-être être pas mal pour la Gantoise. Ça ressemble un peu au personnage de Van Azebroek. Donc s'ils veulent continuer dans ce qu'ils avaient, je pense que Fink serait le meilleur choix. Et puis on voit dans les noms, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Sambaro a défini un entraîneur qui souhaite et qui veut faire former les jeunes joueurs. Ouais. La grande qualité de Thorsten Fink, c'est que les Jarno Stukers, les Rein van Elden, les Mats Smets, c'est des joueurs qui n'existaient pas la saison dernière et qui ont aujourd'hui une carte de visite, une expérience et une personnalité dont les amateurs, en tout cas du football belge, ont clairement validé la présence, quoi. Ouais, mais honnêtement, je fais pas honte de le dire, hein. En début de saison, pour moi, Saint-Tron faisait partie des deux derniers. C'est ce que j'avais prédit. Aujourd'hui, Fink a montré que j'avais complètement tort. Ah oui. Et parce que justement, il a donné la chance aux jeunes, et c'est peut-être ça qu'il faut en Belgique un peu plus. Voilà, donner la confiance aux jeunes. Pour ne plus avoir des Mardo Shenzik à bis. Voilà, c'est ça. En attendant, Mardo, je vais te demander, ton crack, ta fraude, c'est le moment de la séquence découverte, évidemment. Qui aura-t-on choisi pour mettre en avant, ou alors peut-être pour mettre un petit peu en downfall? C'est intéressant parce que toi, tu as peut-être d'autres idées, d'autres noms à nous proposer. Dis-moi, est-ce que tu veux partir d'abord sur un crack ou sur une fraude? Crack. Allez, un crack. Je t'écoute. Ouais, je dirais mon directeur du Berscott, Georgi Sepregi. C'est vraiment lui qui nous a vraiment aidé, qui a créé tout ça pour nous aider à être champion, et le boulot qu'il a fait, j'ai envie de le remercier. Et sûrement, je parle aussi à la place des joueurs de mon équipe et des supporters. Donc, dédicace, allez. Les grosses dédicaces. Non, mais tu m'as dit, sa grande qualité, c'est ce que tu me disais en off, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité. Ouais. C'est ça que tu ressens le plus? Ouais, c'est vraiment ça, et ça aide beaucoup. Parce que dans le foot, il n'y a pas tout le temps tout le monde qui est honnête, tout ça, etc. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un avec un grand cœur, et il est honnête, quoi. Ouais. Il va pas tourner, il va dire cash. Il y a ça, il y a pas ça. Ça change des dirigeants italiens. Toi et moi, on sait ce que ça veut dire. Mon Mardo. Thomas, ton crack ou ta fraude? Crack, hein. Je sais même pas pourquoi tu poses encore. Ouais, c'est vrai. L'arbitrage belge, la fraude annuelle de Thomas, évidemment, on le rappelle. Ça va, ce week-end, on n'a pas encore eu trop de soucis. Ah, si. Le penalty à Courtrai-Pen, ouais. Voilà. Bref, peu importe. On en parle plus. On va inviter certainement un arbitre dans les prochaines, peut-être la saison prochaine. Je suis en train de préparer une confrontation entre Thomas et un arbitre. Allez. Ici dans l'émission, ça va être sympa. Ça va être sympa. Ouais. Préviens-moi qui c'est à l'avance. Hein. Ouais, évidemment. T'as toujours la conduite quelques jours avant, hein, donc peut-être que tu pourrais faire un coup de. Non, en fait, c'était dit Thomas, mais non, c'est un arbitre. Ça c'est bien, c'est pas mal. Non, donc mon crack, on en a déjà parlé en début d'émission. Enfin, tu en as parlé sans être conscient que t'avais piqué mon crack, mais c'est pas grave. C'est Hachimeru.
Je l'ai trouvé très intéressant face à l'Union parce que personne s'attendait à ce qu'il soit titulaire. On pensait que Théo Léoni allait jouer. Il est même pas rentré d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il a été très performant. Et je me souviens, ces matchs sous compagnie, ils étaient incroyables. Et s'il peut retrouver ce niveau-là, ça peut être un joueur très important pour Anderlecht. Ouais, je comprends pas d'ailleurs comment ça se fait qu'il fait partie des noms qu'Anderlecht souhaite vendre l'année prochaine, mais il fait bien partie des noms. En tout cas, c'est une liste qui a été envoyée à plusieurs intermédiaires. Ouais, parce qu'en plus, c'était un joueur qui faisait partie de la galaxie Red Bull et on connaît que niveau recrutement, ils sont quand même assez costauds. Donc, je pense que, ouais, franchement, il a un potentiel intéressant. C'est juste qu'il a eu beaucoup de blessures cette saison, donc je pense que c'est pour ça qu'il est potentiellement sur la liste des transferts, des départs. Je pense que c'est lié à ça. Enfin, je pense. Après, c'est mon avis, mais ouais, j'aimerais bien le revoir l'année prochaine titulaire Anderlecht. Extrêmement intéressant. En tout cas, effectivement, Majida Chimerou, gros talent, qui n'a jamais vraiment pu éclater, mais qui a le potentiel pour pouvoir devenir un titulaire à Anderlecht. C'est une évidence. Ça, Xavier. Moi, ça va être un crack aussi, parce que pour être prendre de fraude pour pas me mettre à dos. Voilà, c'est ça. C'est Youssef Mazis, un joueur de Louvain. Ouais. Au final, il a été déjà décisif à 4 reprises cette saison. Il est décisif plus ou moins toutes les 150 minutes, donc pour un milieu de terrain, c'est quand même énorme. Et au final, quand tu regardes, il a coûté 1,5 million à Louvain, ce qui est une somme que plus ou moins tous les clubs belges peuvent se mettre. Et je comprends pas comment, il est arrivé en fin de mercato en plus, je comprends pas comment aucun club belge s'est pas positionné sur lui plus tôt, parce qu'il débloque des situations, quand il encore ce coup franc ce week-end, il est souvent décisif, et c'est un joueur dont beaucoup de clubs belges ont besoin, et je comprends pas comment ça se fait qu'il est arrivé, on va dire, à Louvain, entre guillemets, et pas dans un club un peu mieux comme peut-être la Gantoise. Ouais, la Gantoise s'était positionné sur lui, je pense, l'été dernier. Ils s'étaient intéressés, ils s'étaient intéressés, mais ils n'ont pas été jusqu'à faire le deal. Et puis je sais qu'il y a de très bonnes relations entre les directeurs sportifs de Metz et de Louvain. Il y avait notamment des tentatives, ils avaient essayé de faire le fameux échange entre Brode Brunès et Benjamin Tété au mercato d'hiver, on s'en rappelle. Donc voilà, je pense qu'il y a eu aussi une facilité due aux deux clubs et au fait que voilà, Youssef Mazis, qui connaissait bien le championnat de Belgique mais qui au départ ne voulait pas revenir, se soit dit ah oui mais c'est quand même un bon projet, etc. Il y a quand même quelque chose à faire. Et Oscar Garcia, on le voit, est très bon, Xavier. Il fait vraiment de belles choses. La victoire de Louvain est totalement méritée contre le Standard. Ils ont été à 100% et quelque part. Bon, je me doutais un peu de ton crack parce que t'es un grand fan du RFC Serein. Non, mais en fait, voilà, c'est un joueur de Serein. Mais au final, on arrive pas de saison quand même. On essaie d'en prendre un différent toutes les semaines, donc je te charrie, mon copain. Je peux rien dire, parce qu'il parle rarement de Serein. Moi, je parle beaucoup de Moucron, donc pour le coup, tu peux plus me tacler que moi. C'est vrai, c'est vrai. Mais chacun ses petits clubs. Voilà, moi, c'est RFC Liège, toi, c'est Serein, Moucron, bien sûr. Berscott, bien sûr, pour Mardo, évidemment. On va pas parler d'un autre club. Mais voilà. Puis l'Inter Milan, évidemment. C'est ma passion pour l'Inter Milan. Inter Milan qui a perdu, voilà, 2-0 contre Sassuolo. 2 défaites cette saison, 2 fois contre Sassuolo. Y a-t-il une amitié entre Nerazzurri et Nero Verdi? Ça, évidemment, ce sera dans Wait and See. Non, c'est une blague. Wait and See, c'est un JT sur les transferts. Et évidemment, cette semaine, eh bien, on a plusieurs choses à se mettre sous la dent. Il y aura du Imad Abdelli. On va vous révéler les 2 autres clubs qui sont intéressés en Belgique par Imad Abdelli. Il y aura également une grosse page sur Lucas Tassin parce qu'il y a un club allemand qui est très intéressé. Et puis Mark Van Bommel. On vous racontera un petit peu l'histoire de son départ et comment est-ce que le Royal Antwerp Football Club compte fonctionner pour la saison prochaine. Voilà. Mardo, il me reste à te dire merci. Merci à toi. Prochaine fois, on augmentera le volume un petit peu du micro. Ça ira, mon frérot. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu. Et avec plaisir. Voilà, que ce soit à l'Union Saint-Gilloise, au Berscott ou dans n'importe quel club la saison prochaine. Voilà. On te souhaite beaucoup de bonnes choses et on va vraiment te suivre. Et puis merci d'être venu dans le clubhouse. Ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Et voilà quoi. On est ensemble. Thomas, merci beaucoup. Ouais, Max est notre invité, et félicitations déjà, et bonne chance pour l'année prochaine. Exactement. Merci. Xavier, bisous au bébé. Bisous au bébé. Allez, et vous aussi, évidemment, on vous fait un gros bisou. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Le Clubhouse Football Time revient la semaine prochaine, comme d'habitude. Et notre invité, ce sera un joueur, le capitaine de la Royal Union Saint-Gilloise B. Ce sera Arnaud Djoum, vainqueur de la CAN. On y reviendra. Ciao, ciao.